Morning Business, le débat. Quel doit être le prix de l'électricité? Il y a un débat entre... question compliquée. Eh oui, il y a le débat entre le gouvernement et le patron d'EDF, Luc Rémont. Comme jamais, d'ailleurs. Comme jamais. Est-ce que c'est le coût marginal de production, le coût nucléaire? Est-ce que c'est le coût moyen? Est-ce que c'est le prix du marché? Christophe, parmi tous les sujets qu'on traite sur cette antenne, je pense que l'histoire du prix du mégawattheure, c'est probablement l'un des sujets les plus complexe. Ouais. Je vois d'ailleurs pas comment les non-spécialistes peuvent s'y retrouver. Alors, pour essayer de répondre et de donner des éléments de réponse, j'ai essayé de prendre les positions des différents acteurs. Donc la Creux, là, elle s'est prononcée cette semaine, en tout cas, ses estimations ont fuité. Mais Vargo est avec nous dans une heure. Passé 2025, on arrête cette espèce de poison qui est l'Arenh. Le fait d'avoir encadré le nucléaire historique, là, c'est 42 € le mégawattheure pour une quantité totale de 100 TWh à l'année. C'était pour ouvrir la concurrence et offrir aux concurrents de l'électricité. C'est la loi NOM, tout ça vient de Bruxelles, il fallait permettre à la concurrence d'exister face aux monopoles historiques, on connaît l'histoire, c'est un poison total. Mais on se dit, post-Arenh d'après 2025, on fait quoi? Et à Belfort, il y a maintenant près de 3 ans, Emmanuel Macron a dit, on fait un truc. Alors on ne sait pas quoi. Et donc, alors là, la Creux nous a dit, écoutez, on est dans les 60 € le mégawattheure contre 42 aujourd'hui. Ça, c'est la position de la Creux. Moi, là, je trouve que la position de Luc Rémont est hyper courageuse. Parce qu'il dit que EDF doit être une entreprise normale, une entreprise qui fonctionne avec des prix de marché, éventuellement effectivement avec des contrats à terme. J'ai besoin d'être performant, j'ai besoin d'être compétitif, parce que je vais devoir investir des fortunes, environ 25 milliards d'euros par an après 2025. La concurrence ne connaisse pas tous mes prix aussi. Et donc lui il dit, si on veut un plafond, moi je le vois plutôt dans les 120 € le mégawattheure. Donc on est déjà à deux fois le montant évoqué par la Creux. Le gouvernement maintenant dans tout ça, le gouvernement lui il est plus encore une fois fin du mois que fin du monde. Alors lui il a imaginé un système de prix fixe pour le consommateur et de revenus fixes aussi pour le producteur. Et donc, il voudrait mettre ce qu'on appelle des contrats pour différence bidirectionnelle. Alors là, à ce moment-là, on prévoit un prix. Et puis si effectivement le producteur est en perte, à ce moment-là, le gouvernement va compenser en lui donnant de l'argent. Et puis si le producteur est en surplus, là, cette fois-ci, c'est le producteur qui va verser de l'argent à l'État parce qu'il est en surplus. Seulement là où Luc Rémont n'a pas tort, il dit, dans la vraie vie, on va se retrouver finalement avec systématiquement un gouvernement qui va compenser des pertes pour le producteur parce qu'on sera à un niveau beaucoup, beaucoup trop bas. Et vous allez voir qu'à Bruxelles, à terme, ces pertes, on va considérer que ce sont des aides d'État. Et on va se faire retoquer. Et si on se fait retoquer par Bruxelles parce que ce sont des aides d'État, les Européens vont nous obliger à ressortir le projet Hercule qui prévoit de diviser en deux EDF avec la partie commerciale et la partie nucléaire. Et alors, au Parlement européen, on est complètement contre ces contrats pour différence. Et au Conseil européen, c'est le bazar. Il n'y a absolument aucun consensus. Avec tous ces éléments-là, ne me demandez plus maintenant quel est le vrai prix du nucléaire. Parce que vous n'en savez rien. Mais ce que je n'en sais rien. Et déjà, si vous avez compris quelque chose, c'est que je me suis mal exprimé, comme dirait l'autre. Parce que suivi, Jean-Marc. Oui. Un prix, Jean-Marc. Oui, alors ce que je dirais, c'est que quand même, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet sur lequel les économistes se sont penchés, notamment Marcel Boiteux. Ah oui. Et donc je rappelle que Marcel Boiteux a été le responsable des études économiques à EDF. Il est rentré d'ailleurs dans l'histoire pour avoir établi une règle de tarification de l'électricité qui s'inspirait des travaux d'un Anglais qui s'appelait Ramsay. Et on apprend à tous les étudiants en économie la règle de Ramsay-Boiteux qui incorpore le coût marginal, l'élasticité. Le coût marginal étant interprété sur différents éléments de production. Donc il y a une formule avec des dérivés partiels, donc tout ça est magnifique. Okay. Ça vous plaît? Ça, c'est pour, quelque part. Ça, c'est pour la deuxième année de microéconomie. Voilà, absolument, exactement. Deuxième année de microéconomie, tout le monde est fasciné. Et puis on nomme Marcel Boiteux PDG d'EDF. Donc on pourrait considérer qu'il va appliquer la règle. Pas du tout. Il n'a jamais appliqué sa règle. Jamais l'électricité n'a été, pendant la période de Marcel Boiteux, conforme à la règle qu'il avait établie. Alors, c'est une occasion de lui rendre hommage, puisqu'il nous a quittés 102 ans. L'été dernier. Donc, ça a été un des grands patrons d'EDF. Mais c'était à la fois un théoricien et un patron, et les deux ne sont jamais retrouvés sur la même ligne. Alors après, il y a un autre économiste qui a eu un prix Nobel pour ça, qui s'appelle Georges Stigler, en 1982. Et il explique que sur les monopoles publics, il y a un mécanisme de capture, ce qu'il appelle la théorie de la capture. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un prix, qui est le coût marginal, qui est le prix qui est issu de la règle de Ramsay-Boiteux. Et puis après, il y a l'État qui intervient. Et donc l'État, il intervient pour essayer de favoriser les lecteurs et pas le consommateur. C'est-à-dire que sur le marché, normalement, on favorise le consommateur. L'État, lui, il intervient pour favoriser les lecteurs. Et donc la conséquence, c'est que le prix bouge tout le temps. Et il dit le véritable enjeu par rapport à la règle de Ramsay-Boiteux, c'est d'incorporer les conséquences passées
des décisions qui ont favorisé les lecteurs. Il dit, et là on rejoint ce que dit Luc Rémond, c'est-à-dire que EDF est très endetté, EDF n'a pas pratiqué le vrai prix pendant des années. La conséquence, c'est qu'il faudrait normalement rétablir le vrai prix en actualisant les pertes ou les non-bénéfices ou les non-amortissements. Déjà, si on laissait Luc Rémond faire son boulot, investir et définir ses prix lui-même, il y a de la concurrence maintenant. Il n'y a pas que le nucléaire, il y a l'éolien, il y a le solaire. Et donc, du coup, rendons-lui sa liberté, non ? Et voilà, et alors ce sera ma conclusion. Vous n'êtes pas d'accord ? Mais je suis tout à fait d'accord pour qu'on laisse vivre Luc Rémond. Et ce sera ma conclusion qui devrait vous faire plaisir, puisque je vais revenir au rapport Nora, à la décision de De Gaulle en 1967. On dit à De Gaulle, tout ça, alors il y avait un rapport, il dit, écoutez, on laisse les chefs d'entreprise faire leur métier, avec comme seule instruction et comme seule information, c'est que le trésor public ne viendra plus les renflouer. Voilà. Donc ils se débrouillent, ils font ce qu'ils ont à faire, mais on ne mettra plus d'argent public dans la gestion de leur entreprise. On va mettre de l'argent public dans la gestion d'entreprise. Elle a la garantie implicite de l'État. Et sur ce sujet, je vous dis que c'est une complexité incroyable. J'ai l'impression que la théorie ne rencontre jamais le terrain. Parce que même le théoricien ne l'a pas lui-même appliqué. Personne n'a dit privatisons EDF. Bon, ça sera. Non, mais ça va de soi. Ça, c'est au départ. Non, mais ça va de soi. Ça va de soi. TGIF, comme dirait Jean-Marc. Le gouvernement a dit qu'il déciderait parce qu'il a 100% de toute façon.